On continue les amis, on continue avec Denis Ferrand, le directeur général de Rexecode. Salut Denis. Bonjour Stéphane. Bienvenue, bienvenue, oui voilà, merci de nous rejoindre. Bon, perdons pas de temps avec tout ça. Alors Denis, c'est pour le coup une étude complète que tu produis sur la conjoncture et sur la façon dont elle pourrait évoluer. Je veux me concentrer d'abord sur les constats que tu fais. On va voir ça grâce à un certain nombre des slides que tu as bien voulu nous envoyer et que tu as présenté évidemment ce matin à tes clients. Le premier quand même, moi, qui me frappe beaucoup, c'est la capacité d'ores et déjà du monde à avoir récupéré quasiment la croissance qui était la sienne avant l'émergence de l'épidémie. Oui, tout à fait. En fait, on a récupéré le niveau d'activité et à une vitesse qui est sans commune mesure avec ce que l'on avait connu lors des précédentes crises. On va le voir tout de suite, là. Hein, on va projeter le slide tout de suite. D'accord. Tu vois, par exemple, dans le cas de l'activité industrielle, alors là, on a le PIB, là on regarde le PIB, mais on peut le regarder aussi sur la production industrielle. En fait, on est quasiment revenu au point de départ. On est 0,6 points en dessous du point préalable à la pandémie pour ce qui concerne le PIB. Mais quand tu zoomes sur la seule production industrielle, on est déjà 2 points pour la production industrielle mondiale, j'entends. On est déjà 2 points au-dessus du niveau que l'on avait préalablement à la pandémie. Donc oui, on va le voir d'ailleurs. On a la production industrielle, si vous pouvez nous le... Voilà, oui, exactement. Voilà. Et ça va accélérer, ça va continuer à accélérer. C'est en tout cas ce que nous disent les chefs d'entreprise du secteur industriel, mais également du service. Quand on les interroge en ce moment, ils sont assez optimistes sur l'évolution de l'activité. Mais ce faisant, en fait, on se rend compte que cette période est absolument dingue, ça, on le sait. Et on est dans une période où la contrainte, c'était une contrainte d'offre, parce qu'on avait arrêté l'activité. Mais c'est aussi une contrainte d'offre qui est en train de s'exercer, parce qu'en réalité, c'est la rapidité du rebond, et pourtant, Dieu sait qu'on en a parlé depuis un moment, mais c'est la rapidité du rebond qui a surpris. Et donc, on se trouve dans un moment où offre et demande ne sont pas ajustées. La conséquence de cela, ce sont des difficultés d'approvisionnement. On le sait, sur les semi-conducteurs, tu as des chaînes de production qui se trouvent arrêtées parce qu'elles n'ont pas les matériaux pour pouvoir produire. Et c'est globalement, ensuite, un choc qui se transmet sur les prix. Donc les semi-conducteurs, mais également les porte-conteneurs, on le sait, et aussi la plupart des matières premières industrielles. Il y a eu comme une forme de défaut d'anticipation, du coup, des difficultés d'approvisionnement. Et face à les difficultés d'approvisionnement, tu as un choc de prix qui s'opère. On va voir, hein, j'ai mis de côté, pour le coup, j'ai sélectionné une slide sur les délais de livraison hein, qui sont en train de monter de manière spectaculaire et donc on va voir ça, voilà. Ouais. Enfin, en l'occurrence de descendre, vu comment tu as fait la courbe. Voilà. Mais... plus tu es bas, plus tu juges que tes délais de livraison sont mauvais. Ouais, voilà, c'est ça. Défaut d'anticipation, c'est intéressant parce qu'en fait, on n'a pas réussi à admettre que cette crise ne ressemblait à aucune autre. Oui, tout à fait. Mais c'est ça qui est incroyable. Regarde un chiffre, par exemple, pour le résumer. Il t'a fallu, en gros, 10 mois pour retrouver le niveau d'activité préalable à la pandémie pour ce qui concerne l'activité industrielle. Après la récession de 2008-2009, il t'avait fallu 22 mois pour pouvoir le retrouver. Donc, en fait, tu as un raccourcissement du temps qui n'a pas permis une adaptation très rapide. Et rappelle-toi encore ce que l'on se disait à l'automne. À l'automne, quand on voyait arriver le reconfinement, eh bien à ce moment-là, il y a beaucoup d'industriels qui ont ralenti leurs demandes. Résultat, tu as des activités type dans la sidérurgie où eh bien, on est passé sur des travaux de maintenance. On a arrêté de la production. Et de la production d'un haut fourneau, c'est pas plug and play, ça redémarre pas comme ça du jour au lendemain. Et donc, tu as eu ce défaut d'anticipation. On n'a pas cru qu'on allait si bien surmonter ce deuxième confinement du point de vue de l'activité. Et donc, on se retrouve avec des décalages entre la demande qui s'exerce et la capacité aujourd'hui à pouvoir délivrer. Et on le voit en particulier du côté de l'acier, du côté de la sidérurgie. Alors, tu sais ce qui s'est passé quand même, mais tu le sais, toi, Denis, mais je voudrais voir si tu as d'autres exemples. Il se trouve que quelques-uns des chefs d'entreprise que j'ai reçus depuis qu'on se parle, en fait, ont été regardés, ceux qui y ont pensé, ce qui se passait lors de pandémies précédentes, finalement. C'était le seul point de comparaison qu'il fallait prendre. Et je pense notamment alors, au patron de GIS, c'est un équipement... Alors, c'est un peu plus compliqué qu'un équipementier automobile, on va dire ça comme ça. Bruno Bouygues qui est venu nous voir et qui, lui, avait fait en fait 8 mois de stock. Parce que justement, il avait constaté, notamment parce qu'il est en Asie et qu'il avait vu ça au moment de l'épidémie de SRAS,
qu'il y avait en fait des rebonds très très forts. Et il me disait, même 8 mois en fait, peut-être que j'ai vu trop short. Oui, mais on l'avait vu aussi après Fukushima. C'était la même chose, où il y avait eu, Pour le coup, de la destruction, Fukushima. Là, t'avais de la destruction, mais tout de suite, dès qu'on avait pu justement se prémunir d'un accident, c'est-à-dire qu'il y a deux choses qui se sont passées. Il y a les stocks qui ont été faits déjà d'une manière involontaire, parce qu'on a quand même eu à un moment aussi un trou d'activité, donc il y a des stocks involontaires qui ont été accumulés. Et puis, il y a effectivement eu le fait qu'on... les chaînes de valeur, en fait, elles sont aussi friables. Elles peuvent avoir un moment de rupture. Et donc, Fukushima, c'était un exemple dramatique, bien entendu. Mais on s'est rendu compte aussi que c'était peut-être pas mal de pouvoir se constituer un petit peu plus de stock, que le flux tendu, ça pouvait aussi avoir un peu de limite. Et donc, on se crée un peu de tampon. On comprend, c'est une révolution pour les chefs d'entreprise. Parce que, qu'est-ce qui s'est passé, Denis, sur ces derniers mois? Beaucoup d'entre eux, face à l'absence de visibilité, ont finalement vidé leur stock, ce qui est tout à fait normal pour essayer de protéger un maximum la trésorerie, c'est ça l'idée. Hein. Ah oui, tout à fait, mais ils ont été vraiment pris dans cette tension avec l'impératif de production qui est de se dire, je ne suis pas certain de pouvoir sécuriser tous mes approvisionnements et donc je les garde, mais en même temps, je dois sécuriser ma trésorerie. D'où l'importance d'ailleurs de tous les leviers de trésorerie qui ont été actionnés du point de vue du financement. Parce qu'au total, la contrainte de trésorerie, elle ne s'est pas tellement exercée. On le voit bien avec le fait que les entreprises aient pu accéder sans grande difficulté à des financements qui leur ont permis de faire face à des besoins qu'elles avaient exprimés. Donc la contrainte de trésorerie a été d'une certaine manière épargnée et donc peut-être qu'on n'a pas tant piloté que ça les stocks à la baisse, mais il n'empêche qu'on a été plus surpris par leur rebond qu'on ne pouvait l'anticiper. Denis, est-ce que ces difficultés aujourd'hui d'approvisionnement, cette hausse parfois spectaculaire des matières premières, j'apprenais là assez récemment, on en parle assez peu, mais que c'est autour du plastique, ce qui est quand même l'ultime paradoxe, quoi, hein. On est tous d'accord sur l'idée qu'il devait disparaître à plus ou moins brève échéance. C'est autour du plastique qu'il y a aujourd'hui des tensions considérables. Et le plastique, c'est les packaging. Et s'il n'y a pas de packaging, il n'y a plus de commerce. Ouais. Est-ce que l'ensemble de ces tensions peuvent à un moment, justement, brider la reprise ou empêcher le rebond que tu constates déjà très fort? Non, parce que je pense qu'on est vraiment sur un problème de logistique et on sait très bien traiter les problèmes de logistique, comme on le voit avec les vaccins. Bon, pardon, c'est une boutade. Mais c'est un problème de logistique. Ça ne me fait pas rire, Denis. Oui, écoute, tu connais le rire du désespoir. Hein, c'est toujours celui-là qui est le plus beau. Mais on est sur des problèmes de logistique que l'on apprend à régler et d'une certaine manière, les flux se remettent en résonance. Quand tu as une récession, tu ne te remets pas du jour au lendemain comme ça aussi facilement d'une récession. Donc il faut du temps pour que les conteneurs soient localisés au bon endroit. Ça, c'est l'exemple caricatural, mais qui est très parlant. Pourquoi y a-t-il une telle inflation sur les porte-conteneurs? Tout simplement parce que les conteneurs ne sont pas au bon endroit. Ils sont aux États-Unis, là où ils devraient être en Asie en ce moment, pour pouvoir refaire du flux. L'Amérique est en train d'injecter combien? 1900 milliards de dollars. Alors ça va faire petit à petit, mais 1900 milliards de dollars dans son économie. Les Américains, là je crois que c'est aujourd'hui, reçoivent des chèques. Je crois que c'est l'équivalent de 400 milliards de dollars d'aide directe là qui est envoyée sur les comptes en banque des Américains. Ils vont les consommer tout de suite. Enfin, certains vont aller acheter du Bitcoin, mais les plus raisonnables vont les consommer tout de suite. Et la machine, elle va continuer à tourner au-delà du régime qu'elle connaît d'habitude. Oui, mais elle tourne dans un sens. Elle tourne dans le sens qui draine les flux de l'Asie vers les États-Unis. Et ce sont moins des flux sortants, d'une certaine manière. Et donc, toute ta chaîne d'acheminement, toute ta chaîne de logistique, si elle est orientée que dans un sens, là où il te faut des flux qui sont bilatéraux, forcément, à un moment ou à un autre, ça peut coincer. Donc, bien entendu, les États-Unis créent une stimulation et il y a les 1900 milliards qui vont être injectés. C'est à peu près les 2/3 qui vont être injectés sur 2021, et je suis d'accord, ça commence dès aujourd'hui. Mais n'oublions pas aussi le surplomb d'épargne. Le surplomb d'épargne liquide des ménages. Alors on va voir ça aussi, oui. On a un slide, donc on va le voir. Vas-y, continue, Denis. Oui, ce surplomb d'épargne, en fait, ce que les ménages américains ont accumulé en épargne liquide, c'est-à-dire même pas le Bitcoin, même pas ce qu'ils ont placé sur le Bitcoin ou ce qu'ils ont placé en action, mais vraiment l'épargne qu'ils ont gardée sur les dépôts, c'est 2000 milliards de dollars. Ça te fait 10 points de PIB. C'est l'équivalent de 13 points de leurs revenus, sachant que l'année dernière, et c'est pour ça que cette récession est absolument dingue, l'année dernière, tu fais moins 3 de PIB aux États-Unis, mais tu fais plus 7 de revenus. Et dans ce plus 7 de revenus, tu as en alloué une partie croissante à destination de l'épargne liquide. Et cette épargne-là, eh bien, elle ne demande qu'une seule chose, c'est de se réinjecter. Donc, en termes de stimulation, il y a le plan Biden, il y a peut-être encore plus sûrement tous les
tous les monceaux, les tombereaux de liquidités qui ont été conservés par les ménages et par les mais alors entreprises. là, il y a débat, Denis. Il y a débat. Alors Patrick Artus qui est venu la semaine dernière, où il y a une dizaine de jours, lui il dit non. Alors il se prononce moins sur les États-Unis, mais en tout cas en Europe, parce qu'on est à peu près sur des chiffres comparables en Europe, Denis, c'est ça. Oui. Nous, la France, c'est à peu près 200 milliards. C'est ce que tu reprends aussi. Oui, un petit peu moins. Après, il faut regarder le type d'épargne. Hein, mais oui, on est pour l'épargne financière en France, on est à 110 milliards plutôt en additionnel. Lui dit historiquement, cette épargne-là, elle est restée de l'épargne. Ouais. Oui, alors, elle n'est pas dépensée en fait. Alors, franchement, ça dépend. Parce que quand tu regardes ce qui s'est passé, c'est intéressant, dans le cas américain, on a déjà le retour d'expérience des premiers chèques qui avaient été alloués au cours du mois de juin-juillet. Et on se rend compte que tu as à peu près 40% du montant qui a été versé qui a été dépensé. Et même pour les ménages qui sont contraints financièrement, donc les ménages qui ont un défaut de ressources, même ceux-là ont fait un effort d'épargne parce qu'il y avait une absence d'horizon sanitaire, une absence d'horizon quant à l'évolution de la pandémie. Mais aux États-Unis, l'horizon, il est en train de s'éclaircir quand même sacrément. Et ce qui est premier, on en revient encore à cet aspect, ce qui est premier, c'est quand tu redonnes une perspective, la perspective que les comportements vont progressivement se libérer, que la mobilité va se restaurer, et à ce moment-là, tu as un peu plus de chances de voir, pas l'intégralité de cette épargne, bien entendu, une bonne partie va rester dans les bas de laine, mais tu vas avoir un flux très important de cette épargne qui va sortir et se réinjecter, surtout aux États-Unis, bien moins en Europe. Alors, en ce qui nous concerne, il nous reste quelques minutes, Denis. En ce qui nous concerne, là, donc, tu penses pour la France, tu restes quand même sur un PIB qui pourrait croître de 5,6% durant cette année? Oui, tout à fait. Malgré ce qu'on est en train de traverser, là? Oui, on prend toujours l'hypothèse qu'il n'y a pas de nouveau confinement, ce qui, évidemment, devient de plus en plus problématique, en particulier pour l'Île-de-France. Et malheureusement, tout est déterminé par ce qui se passe du côté de la pandémie. Et celui du mois de novembre, en fait, avait beaucoup moins dégradé l'activité économique que le premier du mois de mars. Ah oui, tout à fait. Et donc on peut penser que même s'il devait y en avoir un là, l'activité économique finalement, mis à part évidemment le retail, enfin l'ensemble des secteurs qu'on connaît, l'activité économique pourrait tenir? Oui, elle devrait pouvoir tenir. Parce que, en tout cas, nous, quand on fait une prévision où on arrive à 5,6 en moyenne de croissance sur l'année 2021, c'est en ayant mis une légère contraction de l'activité au premier trimestre et une progression de 1% au deuxième trimestre. Donc on n'a pas mis des chiffres qui sont totalement ahurissants. Hein. On décale en réalité au second semestre le redémarrage plein de l'activité économique en France. Et donc, le message, c'est, mesdames, messieurs les chefs d'entreprise, préparez-vous au rebond, parce que oui, peut-être qu'il va être un peu décalé, mais quand ça va partir super fort. C'est ça, Denis? Oui, tout à fait. Et essayez de bien l'anticiper, parce qu'effectivement, si vous pouvez faire du stock aujourd'hui, vous préparer à l'affronter ce rebond, eh bien, ce sera pas mal, parce qu'on risque d'être encore pendant un petit moment sur des phases de désajustement et de ce problème de tension sur les approvisionnements. Ceux-ci peuvent peut-être perdurer. En tout cas, quand on interroge les chefs d'entreprise autour de nous, ils nous disent ça peut aller jusqu'à la deuxième partie de l'année 2021, ces problèmes d'approvisionnement. Donc, on risque d'avoir des chocs de coûts qui vont être durables, donc il faut aussi les anticiper et donc piloter là encore assez finement la trésor. Denis Ferrand, le directeur général de Rexecode, notre invité sur Bismart. On continue les amis.